Bonjour Tanguy Viel, nous vous accueillons à l'occasion de la parution de votre roman « La fille qu'on appelle », paru aux éditions de Minuit. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombre d'ouvrages, je ne vais pas tous les citer. Article 353 du Code pénal, Paris-Brest, La disparition de Jim Sullivan, Insoupçonnable. « La fille qu'on appelle » est un roman qui a tous les attributs du polar, ou peut-être du film noir. Les ingrédients sont là, un boxeur, cette fille qu'on appelle, un casino, un homme puissant, une ambiance de ville portuaire. Alors, est-ce que, pour vous, c'est du domaine du polar, ce roman ? Moi, je ne le redirais pas comme tel, mais je pense jamais le genre avant l'écriture. Alors, je ne me dis pas je vais faire un polar ou je vais faire un roman psychologique. Bon, il se trouve qu'en effet, là, il y a pas mal de choses que vous venez d'énumérer. Bon, le casino, je crois que j'avais envie d'une ambiance, de quelque chose d'un peu électrique. Et cette électricité est passée par la ville, la boxe, beaucoup. C'était un élément évidemment très important. Et alors, s'il faut choisir une définition, je préfère un roman noir, parce que j'ai l'impression de l'inscrire dans un cadre un peu plus large et une généalogie aussi d'écriture qui remonte encore plus loin que ce qu'on appelle vraiment le polar, quoi, je crois, quand on pense polar, on pense littérature de la deuxième moitié du XXe siècle, américano-française. Moi, quelquefois, je me dis qu'il y a des accents de roman gothique dans ce que je fais. En tout cas, qu'il y a une théâtralité romanesque. Et que mon but, c'est quand même d'essayer de mettre en scène des forces affectives à travers, en effet, des enjeux dont le polar peut être une scène privilégiée, en fait. Mais c'est d'abord les forces... Les drames des personnages, leurs ambivalences, et c'est en ce sens-là que, quelquefois, j'ai l'impression de regarder plus vers le roman du 19e que vers le polar. Alors, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous donner le début de l'intrigue du roman ? Quand le livre s'ouvre, on comprend que Laura, le personnage principal, expose une plainte à des policiers. Et on ne sait pas de quoi retourne la plainte, mais on comprend qu'elle raconte sa rencontre avec le maire de la ville à l'occasion d'une demande qu'elle lui a faite d'un logement. Et que cette rencontre, évidemment, mal tournée, puisque en échange de logement, il fallait rendre d'autres services. Et voilà, ça c'est le début. Je vais juste donner un bref, très très bref dialogue du livre. C'est « Vous connaissez la théorie de la victime parfaite ?» Non, elle a répondu. Eh bien, c'est tout le contraire de vous. Et ça, c'est Laura dont vous venez de parler. Qu'est-ce qui fait d'elle une mauvaise victime ? C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas, qui n'est pas ce qu'on appellerait vulgairement une oie blanche. C'est pas quelqu'un qui a été cueilli comme ça. C'est une gamine malgré tout, elle a que 20 ans, mais qui a déjà traîné ses guêtres un peu. Alors elle a été déjà un peu marchandée, si on peut dire, du fait notamment qu'elle est très belle et que pour cette raison on est allé la chercher à la sortie de son lycée pour faire du mannequinat. Et puis à travers ces expériences-là, elle s'est laissée embarqué, notamment en posant dans des magazines, etc. Donc moi j'aimais beaucoup que ce personnage soit pris dans un piège et qu'à un moment on ne puisse pas juste dire c'est la pauvre fille qui, mais en fait en face on est capable de se servir de son passé pour l'empêcher d'être une victime en vérité. Et en vérité elle est victime, point. Il n'y a pas de victime parfaite et de victime pas parfaite, normalement. Donc mais c'est un truc qui traîne dans l'air encore aujourd'hui, dans toutes ces histoires-là, c'est-à-dire au fond, pour le résumer vite fait, c'est quand on voit un genre de fille, elle l'a bien cherché. Si je résume, c'est un peu comme ça que ça peut être perçu, quoi. Alors quelle est l'origine de ce roman, la genèse du roman qui parle beaucoup de l'actualité ? Oui, c'est-à-dire qu'en effet, c'est un livre assez poreux à l'ère du temps. J'ai lu, je me suis indigné même devant un certain nombre d'affaires récentes, ou disons depuis une dizaine d'années. Donc il y a plusieurs... j'ai cherché vraiment à ce que ce soit un roman, et je pense qu'au début, bien sûr, que j'ai lu des faits divers, parce que ça s'appelle des faits divers au fond. Et j'ai pas envie de dire c'est tel fait divers ou c'est telle histoire, parce que j'ai trop travaillé pour rendre ça romanesque, pour essayer d'aller chercher aussi la
la structure un peu souterraine de ce genre d'histoire, avec ses archétypes, avec aussi son caractère un peu, malheureusement, un peu immémorial. Et dans ce sens-là, voilà, bien sûr qu'il y a tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a tous lu dans les journaux depuis 15 ans, en fait. Mais un peu de celui-ci, un peu de celui-là, et ainsi de suite. Je dois le dire, votre récit m'a vraiment touchée, ce roman m'a touchée. Et pourtant, l'émotion est tenue à distance, surtout dans cette première partie où Laura fait sa déposition. Est-ce que vous avez ce sentiment que l'émotion est tenue à distance? Est-ce que vous y avez travaillé? C'est-à-dire que je crois que bon, j'ai ce narrateur qui est un peu extérieur et qui, en fait, est un narrateur assez sérieux, qui essaye d'enquêter sur la situation et de la comprendre. Et en ce sens, c'est peut-être ça qui crée une distance. Ce qui m'intéresse plus, finalement, c'est de comprendre le mécanisme, y compris dans ce qu'il a justement d'incompréhensible, c'est-à-dire le caractère très moléculaire de l'avancée des choses. Ça se fait par toutes petites touches. Chaque scène est une sorte de, pour moi, une sorte de c'est comme si j'avais un microscope et que j'essayais de comprendre vraiment à quel moment ça se passe, quel est le geste de trop, comment le pouvoir se distribue dans l'espace, dans le dialogue, et au fond, en effet, c'est pas l'émotion l'enjeu central du livre, même si à un moment il y a quand même une charge affective qui doit se produire, j'espère, pour le lecteur. Mais en tout cas, j'explique la distance par le fait que j'ai toujours écrit ce livre avec un petit peu les sourcils un peu froncés, toujours en train de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vois dans cette scène, comment ça se passe. Et ce sérieux-là, peut-être, transparaît dans l'écriture. C'est aussi, oui, vous en avez parlé, un livre qui travaille sur la gestualité, et notamment celle du pouvoir. Comment est-ce que vous l'avez amené, ça? C'est c'est la continuité de cette histoire d'enquête, alors on pourrait appeler ça tout simplement étude de mœurs. C'est-à-dire, au fond, et dans l'étude de mœurs, il y a l'étude. Et cette étude, elle passe en effet par, là aussi, un regard, si possible, assez acéré ou attentif, en tout cas, à chaque détail. Et c'est à ce jeu-là, je crois, que j'ai pu, dire presque découvrir, en tout cas déplier, la rhétorique du pouvoir. Et cette rhétorique, c'est pas une rhétorique par le langage, ou pas que, même assez peu par le langage, mais beaucoup plus par l'espace, par la manière d'habiter les espaces, d'y être à l'aise. En fait, il y a tout des systèmes de code qu'on a l'impression que les puissants peuvent avoir entre eux et que les autres n'ont pas et ne déchiffrent pas ou mal et en face duquel ils sont démunis en réalité. Donc c'est ça, effectivement, ça passe par gestualité, l'écriture de l'espace, imposition en remontré bien sûr par l'argent, par les lieux, voilà, par les institutions, beaucoup de choses quoi, en fait, qui sont pas forcément simplement une manière la violence, elle se distribue de manière très sinueuse, quoi. Ce qui est très marquant aussi dans le livre, c'est ce moment où vos personnages sont et forts et vulnérables, tous. Oui, mais ils sont dans des ambivalences à l'égard d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, on peut être faible et orgueilleux, on peut être faible et intelligent, on peut être faible psychiquement et fort physiquement. Et il y a plein de cas de figure qui se présentent. Et en effet, notamment, je crois, sur le personnage de Laura, par endroits, je crois qu'elle est à la fois lucide, intelligente, presque insolente, en tout cas orgueilleuse, et elle comprend elle-même à quel point elle s'est retrouvée dans des états de pure panique ou de pure sidération par lesquels elle n'a fait que céder ou accepter ou se laisser glisser dans un monde qui n'était pas elle, quoi. Et c'est un peu pareil pour son père, pour Max le boxeur. En effet, c'est un corps marchandé, manipulé, sans doute une sorte de corbeau, si on prend la fable du corbeau et du renard, il se laisse flatter en quelque sorte, et puis en même temps il a le corps de quelqu'un qui peut à tout moment prendre le pouvoir par son corps, quoi, en quelque sorte. Et c'est le lot un peu de toutes nos situations finalement aussi, et puis de ne pas être fort ou faible au même moment, pas devant telle personne on est fort, devant telle autre on fait le malin, puis ensuite finalement un jour on est le père, un jour on est l'enfant. Et la force du livre, pour moi, c'est ce passage très très souple, très fluide entre la narration, le dialogue. C'est un gros travail pour l'écrivain, ça. Oui, c'est l'essentiel de son travail. Alors après, quelquefois ça passe pas avec le sentiment du travail, quelquefois ça se fait assez gracieusement, parce que souvent le travail c'est pas tant
je dirais, c'est pas d'essayer de rabouter plein de petits morceaux pour faire une phrase fluide, c'est plutôt de trouver le bon endroit par lequel cette phrase complexe avec plein d'éléments va réussir à s'énoncer. Donc souvent il y a un travail qui est aussi un travail de patience, d'attente, d'écoute intérieure, et dans le moment où tout d'un coup ça peut glisser. Et quelquefois les passages les plus complexes, où se mêlent le plus d'éléments et qui doivent être les plus fluides en même temps, ce sont les passages qui ont été les plus faciles à écrire paradoxalement. Parce que je crois que la fluidité est aussi le résultat d'une évidence, quoi. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? Il y a une auteure allemande que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Esther Kinski chez Gallimard. Et il y a 2 livres très très beaux. L'un qui s'appelle La Rivière et un autre qui s'appelle Le Bosquet. Et qui sont des promenades très mélancoliques à travers, notamment dans la rivière, à travers les faubourgs de Londres. Et en fait, à travers ces promenades, elle fait remonter sa mémoire. Enfin, c'est un roman très contemplatif, pas du tout un roman à intrigue, mais chaque page est absolument somptueuse, un peu dans la lignée d'un Peter Handke. Merci beaucoup, Tanguy Viel.